Saïdou, qui vient encore de nous éclairer par rapport donc, au rang et donc à l'organisation sociale, notamment dans le royaume Lorum. Voilà, on va permettre donc à son frère de compléter. Bon, en fait, il a abordé déjà un des pans du patrimoine immatériel en parlant justement de l'organisation sociale, qui est un trait distinctif de l'identité Kurumba aussi. C'était un peu les autres. Donc, je m'en vais très rapidement vous donner d'autres éléments de ce même patrimoine immatériel-là, que, bon, on a pu quand même relever. Je disais tantôt, quand on dit le patrimoine immatériel, c'est ce qu'on ne voit peut-être pas immédiatement comme ça, mais à partir desquels, lorsqu'on l'évoque, ça nous renvoie à notre identité. Et c'est en cela qu'il faut noter d'abord que la langue, la Korofé, ça fait partie de notre patrimoine immatériel. C'est-à-dire que le fait même de parler cette langue-là nous amène à mettre en évidence notre appartenance identitaire et tout ce qu'il faut. L'autre aspect, moi au cours de mes travaux, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques légendes, parce que quoi qu'on dise, quand on parle de la tradition orale, vous avez vu que même l'histoire du peuplement, c'est un peu sur la base aussi de légendes quelque part. Et moi j'ai la légende royale de Layo Saniksa, quand il a dit que, bon, quelque part, le roi, il a quitté l'Égypte ancienne pour arriver à Loué. Mais ce qui est sûr, il n'a pas marché pour venir, qu'il est venu par les airs. Donc les gens ont parlé d'une maison en fer qui serait descendue à Ouré. Et que bon, donc il y a tout un écrit sur cette légende-là qu'on peut toujours rapporter. C'est comme ailleurs quand on parle dans d'autres formations ethniques, des légendes aussi qui caractérisent certains faits au niveau de cette ethnie-là. Donc il y a la légende royale qui fait partie aussi de ce patrimoine immatériel. J'ai aussi une légende qu'on a racontée par rapport au rôle joué par les Kurumba lorsqu'il s'est agi de faire une délimitation de frontières entre le Rissiam et le Ratenga, deux royaumes aussi, qui sont au niveau du centre nord et qui, semble-t-il, étaient en guerre. Et qu'à l'époque, il semble même que c'était à l'époque coloniale, on a demandé aux Kurumba de venir faire cette délimitation. Il y a toute une légende autour de ça, pour montrer un peu le rôle joué par les Kurumba en son temps, et pour dire aussi qu'est-ce qui a amené au niveau du Lorum au fait que la chefferie se choisisse au niveau du Ratenga, auprès du responsable du Ratenga en fait, le chef du Ratenga à Zimtanga, qui est non le chef du Lorum. Mais je tiens à donner une précision, parce que d'aucuns ont pensé quelque part que lorsque on dit on part prendre la chefferie ailleurs, c'est comme si on fait une image, lorsque les Moussi, quand ils veulent donner, on dit c'est moi qui, lui il va prendre sa chefferie, ça veut dire qu'il y a un lien de vassalité et qui s'établit entre les deux, alors que c'est faux au niveau des Kurumba. Faites très attention. On a fait appel au Ratenga tout simplement parce qu'entre Kurumba, il y a eu des difficultés à un moment pour désigner les rois, notamment au niveau du Lorum, où les deux familles issues de frères jumeaux, comme il a dit tantôt, Massan et Massaboura, se sont en fait succédés et que chacun a donné une lignée de potentiels chefs. Et vu le nom, il fallait bien sûr procéder à un choix. Maintenant, on dit on cherche un juge impartial, qui plus est un ami, devenu ami du fait justement qu'on a aidé à trancher un conflit avec un royaume frère, notamment le Rissiam. Alors, pour dire qu'il n'y a pas de vassalité, c'est que quand Layo, au niveau des Zimtanga, on le désigne, le premier interdit qu'il a d'abord, c'est qu'il ne doit plus jamais parler le Moré. Il peut parler toutes les langues s'il veut, mais pas le Moré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traduit là une question de souveraineté, d'identité aussi, pour dire, c'est vrai, vous avez choisi le roi, mais nous ne sommes pas vos vassaux, nous ne sommes pas vos sujets. Et pour mieux enfoncer le clou même à ce niveau, le Ratenga qui choisit Layo ne doit plus jamais le rencontrer. Les deux chefs ne se rencontrent plus. Au contraire des royaumes Moussi, où quand on donne le bonnet dans un tel royaume, on a obligation régulièrement de venir faire allégeance. Vous ne verrez jamais le royaume aller faire allégeance dans un royaume Moussi. Donc que les uns et les autres comprennent très bien, parce que des fois, on a malheureusement des jeunes qui on leur dit que de toute façon c'est nous qui vous dominons. Non, ce n'est pas le cas. Cette organisation. Et ce patrimoine immatériel-là, il faut aussi pouvoir mettre ça en évidence.
L'autre aspect du patrimoine, on a eu l'occasion de l'apprécier hier soir à travers les musiques et danses Kurumba. L'expression artistique à ce niveau, c'est très intéressant. Ça nous permet d'affirmer notre identité culturelle pour dire que nous sommes Kurumba parce que nous avons aussi une expression artistique à travers la danse. Il y a un certain nombre de noms de danse. On a parlé de Nungri, je pense que c'est devenu très populaire. On parlait des Guinéens qui ont fait Kokoro, flûte. Tout ça, ce sont des danses, des musiques Kurumba. Donc, c'était juste un complément que je voulais apporter par rapport au patrimoine immatériel. Je vais peut-être terminer rapidement avec le patrimoine matériel, puisque le thème de cette conférence est de dire qu'est-ce qui permet, quand on parle de Kurumba, on parle de l'histoire des Kurumba, mais on parle aussi du patrimoine des Kurumba. C'est quoi? On a dit le patrimoine immatériel. Mais le patrimoine matériel, qu'est-ce que c'est en fait? Ce patrimoine-là, le tout premier, et nous en sommes vraiment très fiers, c'est ce musée de Kobe Mengao, le musée Koromonde. Je pense qu'Adama va pouvoir mieux développer. Vous avez bien vu sa présentation. C'est lui le gestionnaire de ce musée. Il pourrait vous dire plus ce qu'est le musée. Mais ça, c'est déjà le premier patrimoine matériel. Nous avons le musée Koromonde. Ce n'est pas le musée de Kobe Mengao, ce n'est pas le musée de Lorum, mais c'est le musée de tout l'ensemble. Ça veut dire que quelque part, ce musée devrait pouvoir être alimenté par des objets matériels, justement, traduisant l'identité Kurumba et qui fait partie du patrimoine des Kurumba. L'autre patrimoine matériel qui peut faire l'objet de visite, mais ça aussi c'est très très restrictif, c'est le sanctuaire de Ouré, où nous avons bien sûr les tombes des anneaux qui sont là, et pour l'accès aussi c'est très très réglementé. On ne peut pas y aller par exemple avec une tunique rouge, on ne peut pas y aller et parler une langue autre que la Koroufé, et on ne peut pas porter des chaussures pour fouler ce sanctuaire-là, par exemple. Il faut marcher pieds nus. Ça, c'est juste un élément. Nous avons aussi les tambours sacrés de l'Ayo, qui ne sortent qu'à des occasions vraiment précises. Ce n'est pas à tout moment qu'on entend ces tambours, mais quand on les entend, on sent là déjà l'expression identitaire Kurumba aussi. Et que, comme on dit, c'est un patrimoine matériel. Nous avons, je l'ai dit tantôt, Mamio. Mamio, avec la mésaventure qu'elle a connue, ça a permis déjà de la rendre beaucoup plus populaire. Et beaucoup de gens nous demandent, Mamio c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Mamio? Ça fait partie de notre patrimoine. Bon, lui, il peut peut-être mieux développer ça. Nous avons le Viret, ça c'est à Mengao, où on a un sanctuaire où la population peut venir se référer pour demander des protections, tout ce qu'on veut. Nous avons les grottes et les gravures du peste de Cissé, puisque Kobe Mengao c'est un site archéologique où on a des endroits où on a des gravures qui témoignent de l'existence d'une population anciennement installée. Nous avons les Bosca, où justement il y avait la sœur de Mal qu'on appelait Tagabi, mais qui est l'objet d'un vol. Je ne sais pas, au cas où vous ne saurez pas, Tagabi a été volé. On n'a pas encore retrouvé. Nous avons les collines sacrées de Thibaut. Nous avons le Gemdolé, ça c'est les roches supérieures.